Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce 7 avril 2026, on va explorer un sujet qui ressemble franchement au scénario d'un blockbuster américain. Genre, imaginez un instant qu'Hollywood ait littéralement pris les commandes du Pentagone. C'est un peu l'impression que ça donne quand on lit les documents, ouais. Complètement. Donc, on fait cette analyse détaillée aujourd'hui sur une série de rapports et de notes super confidentiels concernant le conflit actuel entre les États-Unis et l'Iran. Mais avant de plonger là-dedans, je dois vraiment faire un avertissement important sur notre démarche. Vas-y, c'est crucial. Ces sources, elles contiennent des affirmations géopolitiques hyper explosives, des choses très fortes sur les actions des Américains comme des Iraniens. Notre but ici, c'est absolument pas de prendre parti, on ne valide la morale de personne, on est juste là de manière neutre pour décortiquer la mécanique de ce conflit. Exactement. On fait le travail d'analyste, on regarde les pièces du puzzle. Voilà. Et l'accroche du jour, elle est dingue. On va parler d'un incident mystérieux avec un avion F-15, d'une théorie de braquage d'uranium camouflé en mission de sauvetage, et de comment la stratégie militaire semble avoir été remplacée par une logique de cinéma. C'est ça. Habituellement, la guerre, c'est très factuel. Des lignes d'approvisionnement, de la logistique pure. Mais pour comprendre cette guerre-ci, il ne faut pas juste regarder les blocus ou les missiles. Oh non. Non, il faut intégrer ce que les stratèges appellent la guerre de l'optique. En gros, la narration prend totalement le pas sur la réalité militaire. L'histoire qu'on raconte à la télé devient plus importante que les faits sur le terrain. Ok, décortiquons tout ça. Parce que le contexte immédiat de l'escalade, dans ses sources, il est hyper tendu. On a des ultimatums occidentaux qui menacent de détruire les infrastructures civiles iraniennes. Ouais, les ponts, les centrales électriques, même les universités. C'est ça. Et en face, l'Iran promet des représailles chirurgicales sur les champs pétroliers. Et c'est là que c'est fou, sur les stations de dessalement d'eau. Les rapports disent que ça retirerait 20% de l'approvisionnement énergétique mondial, boum, d'un coup. Mhm. Et le réflexe, c'est de se dire, aïe, le prix de l'essence ou l'aviation civile va s'effondrer. Bah oui, forcément. C'est ce qu'on se dit. Sauf que, et ce qui est fascinant ici, c'est l'impact secondaire. Si tu perds 20% de l'énergie mondiale, la vraie menace, le vrai danger, c'est la pénurie d'engrais. Attends, les engrais? Ouais, l'agriculture moderne dépend du gaz naturel pour fabriquer des engrais synthétiques. Le procédé Haber-Bosch pour faire de l'ammoniac. Ah, la chimie de base, quoi. Voilà, et ça demande une chaleur et une pression énormes. Si le gaz manque, les usines s'arrêtent. Et on est au printemps, en pleine saison de plantation. Sans engrais, la terre au naturel, elle ne nourrit qu'1 à 2 milliards d'humains, pas 8. Oh, waouh. Donc les sources parlent littéralement du spectre d'une famine mondiale. Exactement, particulièrement en Afrique et en Asie du Sud. C'est une catastrophe absolue à très court terme. C'est glaçant. Et tu vois les conséquences mondiales décrites dans les documents, ça modifie déjà le comportement des autres pays. Par exemple, et ça j'ai dû le relire 2 fois, l'Allemagne qui interdit à ses hommes de moins de 45 ans de quitter le pays plus de 3 mois C'est le prélude clair à une conscription, oui. pour garder la main-d'œuvre. Et pendant ce temps, on a la Russie qui profite du chaos. Les notes parlent d'une flotte fantôme. La fameuse Shadow Fleet. Ouais, 1 millier de navires marchands militarisés pour harceler la marine américaine. Mais comment des cargos peuvent harceler l'US Navy? Ils vont pas tirer sur des destroyers. Ah non, ce serait du suicide. C'est de la guerre asymétrique. Ils utilisent des brouilleurs, ils trafiquent leurs signaux d'identification, ils tombent en panne juste au milieu d'un détroit crucial. Donc, ils saturent l'espace. Les navires américains doivent manœuvrer sans arrêt pour pas leur rentrer dedans. Exactement. Et sur le plan logistique, ça épuise les équipages américains, ça use les réacteurs, tout ça sans tirer une seule balle. C'est brillant et terrible à la fois. Et en réaction, face à la chute de l'influence de leur monnaie, du dollar, les États-Unis changent de stratégie navale. Ils veulent contrôler les points d'étranglement maritimes, le Groenland, le canal de Panama, le détroit de Malacca. C'est un peu comme s'ils installaient un péage mafieux sur l'autoroute du commerce mondial, non? C'est une très bonne analogie. Tu veux passer, tu paies ou tu t'alignes politiquement. Mais du coup, avec des enjeux logistiques mondiaux pareils, la famine, le commerce bloqué, comment ça se fait que toute l'attention, tout le récit médiatique de ce week-end se soit focalisé sur un pauvre avion tombé en Iran? Là, on touche au cœur du problème. C'est l'anomalie du F-5. Le récit officiel qu'on a tous entendu, c'est ce sauvetage héroïque. L'histoire, c'est un chasseur F-5, un bijou à 80 millions de dollars, soi-disant, abattu par de simples missiles à guidage thermique iranien. Ce qui est déjà curieux tactiquement. Ouais. Et derrière, le Pentagone lance une mission dantesque pour secourir les 2 pilotes, au nom de la règle du
aucun homme laissé derrière. Sauf que, quand on lit les détails opérationnels dans ces sources, cela soulève une question importante. Parce que c'est bourré d'incohérences béantes. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, ils auraient construit une piste d'atterrissage de fortune à 200 km à l'intérieur du territoire iranien. Dans un des espaces aériens les plus surveillés du monde. Absurde. Et le chiffre qui m'a fait halluciner, ils auraient utilisé 155 avions pour secourir un seul homme. 155. Pour une extraction discrète. Mais c'est impossible à cacher sur un radar, ça. Complètement. Une telle armada illumine tous les écrans radars de la région. Et ce n'est pas tout. Le rapport officiel parle de la perte de plusieurs avions de transport C-130. 300 millions de dollars d'équipement. Qui se seraient enlisés dans le sable, c'est ça? Oui, et que les commandos de la Delta Force auraient dû détruire eux-mêmes pour pas les laisser à l'ennemi. Le tout avec des fusillades intenses contre les forces iraniennes. Mais 0 blessé côté américain. 0 victime. Un miracle hollywoodien. Et on n'a même pas parlé des profils des pilotes. L'officier d'armement était un colonel. C'est super élevé pour un simple vol, non? Très élevé. Et le pilote secouru, lui, il est totalement anonyme. Le rapport dit qu'avec de graves blessures après le crash, il aurait escaladé une montagne de 2100 mètres et survécu 48 heures dans une grotte des Monts Zagros. Attends, je te coupe, mais c'est comme si on nous disait qu'une équipe d'intervention a détruit 3 fourgons blindés, bloqué une autoroute majeure et déclenché une fusillade avec des lance-roquettes juste pour récupérer un chaton coincé dans un arbre. C'est ça. Et qu'à la fin de la fusillade, personne n'a même une égratignure. Il manque forcément une pièce au puzzle. Personne ne sacrifie autant de ressources pour ça. On est d'accord. Et selon les analyses citées dans les notes, ces incohérences, elles pointent vers un scénario beaucoup plus sombre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La théorie des analystes, c'est que cette mission n'a jamais, au grand jamais, été une mission de sauvetage. Non, c'était une invasion terrestre ratée. Pour voler de l'uranium enrichi, dans une installation nucléaire secrète iranienne située pile dans cette zone. C'est le casse du siècle qui a mal tourné. Et les preuves s'accumulent de façon troublante dans les fuites. Déjà le 7 mars, il y a un journaliste d'Axios, Barak Ravid, très proche des services israéliens, Ouais, il est toujours très bien informé, lui. très bien informé, il évoquait ouvertement l'envoi imminent de forces spéciales pour aller saisir cet uranium. Et bam, une semaine avant le crash, c'est le Washington Post qui fait fuiter un plan du Pentagone. Et le plan, c'est exactement ce qui vient de se passer. Construire une piste près de la centrale, déployer des centaines de soldats. C'était annoncé. Et il y a ce détail frappant, retrouvé par les Iraniens sur les lieux du crash. Ah oui, la carte d'identité. Ils retrouvent la pièce d'identité d'une ingénieure américaine spécialisé en technologie nucléaire. Voilà. Pourquoi tu envoies une experte en nucléaire pour secourir un pilote blessé dans une montagne égée? Ça n'a aucun sens. sauf si ta cible, c'est un site nucléaire. Alors, il y a aussi le facteur politique à Washington. Les sources rappellent que le secrétaire à la guerre, Peter Hegseth, avait licencié plusieurs hauts généraux juste avant. Parce qu'il refusait de valider cette mission, non? Exactement. Ces généraux considéraient le plan comme suicidaire. Ça leur rappelait le fiasco de l'opération Eagle Claw en 1980. La tentative de libération des otages en Iran où les hélicoptères s'étaient crashés dans le désert. Voilà. Sauf que cette fois, la nouvelle équipe a été poussée par une arrogance folle, en grande partie à cause de leur succès récent au Venezuela avec le kidnapping du président Maduro. Ils se sont dit « on est invincible, on y va ». Mais du coup, si c'est un échec aussi monumental, un désastre absolu, pourquoi s'obstiner à raconter cette histoire de sauvetage héroïque à laquelle plus personne ne croit, surtout pas les experts? Parce que c'est le vrai visage de la fameuse guerre de l'optique dont on parlait au début. Si on regarde la situation dans son ensemble, traditionnellement pour gagner une guerre, il te faut 3 piliers. L'économie des ressources, l'organisation stratégique et la logistique. La base, quoi. Sauf que les documents montrent que les États-Unis ont substitué ces piliers par la narration et l'optique. C'est fou. Et là, on a un rapport fascinant de l'université Brown, rédigé par Kenneth Merles, qui est inclus dans nos sources. Il explique ce qu'il appelle le complexe militaro-divertissement. Oui, l'influence d'Hollywood. C'est ça. Et il dit que depuis un siècle, plus de 2500 films et séries ont été produits avec l'aide directe du Pentagone. C'est énorme. Genre, l'armée prête des tanks, des hélicoptères, des porte-avions gratuitement, mais en échange, ils ont un droit de regard sur le scénario, pour glorifier les troupes et stéréotyper les méchants. Et ça a créé une mythologie du héros américain. Les sources citent des exemples très clairs. Prends « Il faut sauver le soldat Ryan » en 98. Grand classique. Basé sur une lettre de Lincoln, ça a installé toute une théologie du sacrifice démocratique, ou la chute du Faucon Noir. Ah ouais, le pilote abattu en Somalie. En réalité, le pilote a été bien traité et relâché contre rançon. Mais le film en fait un sauvetage héroïque par la Delta Force.
Et le cas d'école, c'est Jessica Lynch, en 2003 en Irak. L'histoire de la prisonnière martyrisée. Que les forces spéciales viennent sauver sous le feu ennemi, oui. Alors qu'elle-même a témoigné plus tard qu'il n'y avait eu aucun combat, et que les médecins irakiens avaient pris soin d'elle et essayé de la rendre aux Américains. Mais c'est un truc de fou. Du coup, je me demande, est-ce qu'à force de vouloir laver le cerveau du public avec des scénarios de films d'action, le Pentagone n'a pas fini par se laver le cerveau à lui-même? C'est exactement la conclusion des analystes. À force d'écrire des scripts où les forces spéciales sauvent la situation in extremis, on a l'impression qu'ils pensent que le réel, la gravité, la logistique vont juste plier pour suivre le scénario. Tu mets le doigt dessus. C'est une déconnexion totale du réel. L'ego, la recherche de gloire, ou même l'idée de signer un contrat pour un livre ou un film après la mission, ça passe avant la logistique. Et ça crée des situations géopolitiques absurdes. Mais alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour la suite? Si t'as deux nations en conflit, mais qu'elles ne se battent même pas dans la même réalité, comment ça peut évoluer? Eh bien, il faut regarder les objectifs des deux camps selon les mémos interceptés. L'Iran a des buts très clairs et matériels. Lesquels? Expulser définitivement les États-Unis du Moyen-Orient, détruire et réinitialiser l'économie mondiale via l'énergie, comme on l'a vu, et dissuader très durement Israël, sachant qu'ils ne peuvent pas l'anéantir à cause du parapluie nucléaire. D'accord, donc des objectifs concrets. Et côté américain? Côté américain, c'est plus conceptuel mais tout aussi radical. L'objectif, c'est de détruire l'Iran en tant qu'État-nation, créer des guerres ethniques, balkaniser le pays et l'isoler de la Russie et de la Chine. Mais du coup, la conclusion, c'est quoi? Aucun des deux ne peut gagner. La conclusion, elle est glaciale. Le point le plus contre-intuitif révélé par les documents, c'est que ces objectifs ne s'excluent absolument pas mutuellement. Attends, tu veux dire qu'ils pourraient gagner tous les deux? À la fin, l'Iran pourrait très bien réussir à expulser l'Amérique et ruiner l'économie mondiale, oui, et pendant ce temps-là, l'Amérique pourrait réussir à réduire l'Iran à l'âge de pierre. Ah ouais? Puisque chaque camp mesure sa victoire selon son propre script, sa propre optique, personne n'aura l'impression de perdre. La propagande interne de chaque pays est tellement forte que les deux pensent que l'autre va s'effondrer demain. Donc ça rend la diplomatie ou une quelconque négociation de paix complètement impossible. Totalement impossible. Il n'y a plus de terrain d'entente. C'est tragique. C'est vraiment comme regarder deux trains foncer l'un vers l'autre, à pleine vitesse. Mais les deux conducteurs portent des casques de réalité virtuelle. Et dans leurs casques, ils voient une voie totalement dégagée. Aucun ne va freiner. Et le choc va détruire les deux trains. Mais dans la narration, jusqu'à la dernière seconde, tout allait bien. Eh bien, ça donne vraiment matière à réfléchir. Si on synthétise notre exploration d'aujourd'hui, on voit bien que la vraie ligne de front n'est plus juste sur le terrain ou dans l'économie. Non, elle est dans le narratif. Elle est dans la narration. Gagner sur le papier ou devant les caméras est devenu le but ultime, même si ça implique d'ignorer la logistique de base ou la réalité des faits. Ce qui amène quand même à une ultime pensée que j'ai pas pu m'empêcher d'avoir en lisant tout ça. Je t'écoute. Quand une superpuissance décide que le scénario d'un film d'action est un substitut totalement valable à la stratégie militaire réelle, que se passe-t-il le jour où les munitions viennent vraiment à manquer au milieu du champ de bataille et qu'il n'y a malheureusement aucun réalisateur pour crier « coupé » ? C'est la grande inconnue, oui. Voilà qui clôture notre décryptage d'aujourd'hui. Il est primordial de garder son esprit critique face à toutes ces informations. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous pour comprendre ces enjeux si complexes et à très bientôt pour une nouvelle analyse.